Bonjour et bienvenue dans le voyage en Rosalie. Avant de commencer à pédaler, j'ai une annonce à vous faire. Rosalie devient une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations, en vous aidant à voir loin ensemble avec les outils de la prospective, en mettant en place les bons réflexes de coopération grâce à des expériences créatrices de liens, et enfin en accompagnant votre communication interne et externe au prisme du lien entre humains. Pour résumer, nous vous proposons de voir loin, faire ensemble et le faire savoir. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com. Et maintenant, montons dans la Rosalie pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, merci d'écouter le 12e épisode du Voyage en Rosalie. 12 épisodes et autant de conversations qui me donnent l'occasion de comprendre, et vous aussi, j'espère, ce qui nous lie et ce qui nous délie dans toutes les sphères de nos vies. Mon invité pour ce 12e épisode a trouvé une belle recette pour susciter la rencontre et le lien. Elle est cofondatrice des Petites Cantines, un réseau de cantines de quartier un peu particulier, on va y revenir. Diane Dupré-Latour est aussi speaker sur les sujets de la transition, porte-parole de l'opération Milliard, dont l'objectif est de réunir 1 milliard d'euros pour financer les organisations qui, en France, sont porteuses d'innovation sociale, démocratique et écologique. Et puis Diane est l'autrice d'un très beau livre, Comme à la maison, paru chez Actes Sud en 2024. Diane Dupré-Latour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et merci surtout de me recevoir à Lyon parce que c'est le premier épisode délocalisé du podcast. Bienvenue, ça me fait super plaisir. Ma première question est toujours la même. Est-ce qu'on se dit tu ou est-ce qu'on se dit vous ? On se dit tu. On se dit tu. Ça change quoi ? Est-ce que tu passes facilement au tu ? Oui, c'est même une des premières questions que je pose aux convives quand ils rentrent dans les petites cantines, parce qu'on n'a pas tous le même rapport à ça. Il y a le tutoiement et puis il y a aussi le toucher. Il y a des gens, ils ont besoin d'une petite distance. Et quand je donne des conférences, j'aime bien aussi commencer en disant, si ça vous va, on se tutoie. Si vous avez des questions pendant la conférence ou autre, on se tutoie. Je trouve que ça amène un rapport d'équivalence, de proximité et c'est une manière de me mettre à l'aise avec l'autre et de l'inviter, s'il le souhaite, à se mettre à l'aise. Alors on va se dire tu, et j'en suis ravie. On voyage ensemble dans une Rosalie, ce drôle de vélo dans lequel il faut être plusieurs à pédaler pour avancer. On va monter les pentes ensemble, si tu le veux bien, mais c'est toi qui choisis le paysage dans lequel on est en train de voyager aujourd'hui. Je choisis un paysage du Cézallier, en Auvergne, sur circuit des Vaches Rouges, avec quelques arbres à l'horizon, et surtout du vent, de l'air, un parfum à la fois sauvage et boisé. Donc un peu de gadou quand même, tu nous as mis un peu de... Écoute, il n'y a pas plu récemment, donc ça va, les sentiers sont secs, on peut y aller. Diane, je dois dire que quand j'ai décidé de créer ce podcast, j'ai tout de suite eu très envie de faire un épisode avec toi. Parce que tu m'as fait vivre une expérience dont peut-être que tu n'as même pas conscience, mais qui a été assez déroutante. Il y a 2 ans, j'ai été invitée à la Fraternelle. La Fraternelle, c'est un événement organisé tous les ans par le Labo de la Fraternité, qui est une très belle coalition d'associations dont font partie les Petites Cantines. Et donc je découvrais l'événement, j'ai assisté aux tables rondes, des moments très inspirants, j'ai participé à des ateliers sur la question du lien, de la fraternité. Et puis à un moment, je vois au fond de la salle une table avec des livres, et je m'approche et c'est ton livre. Et une feuille de papier, une feuille volante, avec marqué si vous voulez ce livre, prenez-le, mettez-moi votre numéro de téléphone et je vous enverrai un lien pour le payer. Ok, alors c'est une méthode de vente que j'avais jamais vue. Je prends le livre, ça m'intrigue, et peut-être plus parce que la méthode de vente m'a intriguée. Et donc je prends le livre, je laisse mon numéro de téléphone, et j'ai attendu, et je crois que j'ai attendu 3 mois. Ah pardon. Mais non, mais pas du tout. Je me suis demandé si c'était fait exprès, parce qu'en fait, j'ai eu ce sentiment d'avoir à attendre pour un contre-don, tu sais, en fait, pour m'acquitter du don qui m'avait été fait de la lecture. En plus, j'ai adoré ce livre et j'avais envie, évidemment, de te le payer, mais j'avais envie de te mettre un petit mot pour te dire à quel point je l'avais trouvé super. Est-ce que c'est conscient ? Est-ce que c'est une manière de tester la confiance que tu peux avoir en tes lecteurs, peut-être ? C'est pas conscient dans le sens où je me dis pas tiens, je vais attendre 3 mois, etc. Mais c'est un rapport au don, c'est vrai, qui est totalement sécure.
C'est-à-dire, ça m'est arrivé de le faire aussi dans des salons où il y a beaucoup plus de monde, etc. Et je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça, non seulement derrière, en fait, j'avais jamais d'impayé, et puis les gens, ils nouaient une relation avec moi. Ah mais c'est sûr. À ce moment-là, je me suis retrouvée à discuter avec des gens incroyables qui nous ont dit est-ce qu'on peut garder les coordonnées, garder contact et tout ça, alors que si ça avait été juste... Sur le moment, tu veux dire? Non, en fait, en envoyant après coup le lien, etc. Et c'est vrai que du coup, ça donne une autre dimension à la transaction économique, au lieu que ce soit juste un acte de paiement dans le sens où on s'acquitte de la dette. C'est simplement un vecteur de lien qui va comprendre un partage de valeurs, un partage d'informations et surtout la naissance d'une relation. Il y a vraiment de ça, hein. Il y a vraiment de ce mouvement dans le corps de j'attends, et on en a parlé dans le dernier épisode avec Pablo Servigne, de cette question du don contre don et du fait que le lien, il naissait dans l'attente. Dans l'attente de pouvoir rendre. Je trouve ça super intéressant que vous ayez abouti à ça. Moi, je vois un lien très très fort avec la question de la confiance. C'est que dans les choses qui sont échangées à ce moment-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du don de confiance. Et ce don, il est très contagieux. En fait, c'est une manière de déplacer le projecteur de la valeur, non plus sur le produit, donc en l'occurrence le livre, ou un service, ainsi c'est dans un autre contexte, mais sur la relation elle-même. Ce qu'il y a de la valeur entre nous, c'est de la relation. Et ça, pour moi, c'est un acte qui est profondément économique, oikonoma. Je considère que toutes les autres interprétations du flux économique, c'est des alternatives un petit peu fantasques, parfois réductrices, au focus, uniquement. C'est comme si on avait mis des œillères sur le résultat de la création de valeur. Je sais pas, je t'achète cet ordinateur, je t'achète cette baguette, et non pas sur ce qui a véritablement créé de la valeur, c'est-à-dire le temps, l'échange de savoir-faire, les ressources naturelles qu'il a fallu utiliser, tout ça. Donc c'est Bruno Latour qui a appelé à enquêter sur nos liens via les objets. C'est-à-dire que effectivement, l'ordinateur, il a été conçu, il a été pensé, et en fait tout ça c'est des gens. Et oui, et ça nous déconnecte du monde en fait de ne plus penser à ces gens qui sont derrière ces objets, non? Oui, et je trouve que en fait surtout la confiance qui va être un pari sur la valeur de la relation, elle rend possible le fait de rendre à nouveau visible, puisque elle va créer un questionnement. Tu parlais d'attente, qui va nous éclairer d'abord sur nous-mêmes en fait, sur nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai projeté, quel a été le besoin auquel j'ai répondu, qui a été conscientisé, et quel a été le besoin non conscientisé auquel je suis en train de répondre aujourd'hui. En fait, je trouve que ça ouvre des champs de conscience qui sont un petit peu recouverts. Un peu comme un oignon avec. On va en parler parce que je sens poindre la question du fait que qu'aux petites cantines on paye en conscience, par exemple. Ça c'est. On va y revenir. Voilà, cette question de la confiance, elle est omniprésente dans ton livre. Ce livre, je le recommande à tous. Il est très beau, très intime. Tu y parles de l'emprise que tu as vécue dans ton couple, de la mort de ton mari dans un accident de voiture, du coma de l'un de vos enfants. Tu racontes les mains tendues, surtout, et la résilience qui est passée, me semble-t-il, par la co-création des petites cantines. Ce livre, je le dis, il est l'occasion d'exposer plein de réflexions très profondes. On sent que tu as beaucoup réfléchi sur cette question du lien et cette question de la confiance. Tu cites d'ailleurs Gloria Origgi, une philosophe italienne, pour qui la confiance est le béton de la société. J'ai envie de t'évoquer les chiffres du baromètre de la fraternité 2026 qui viennent de tomber et qui révèlent que 78% des Français pensent qu'on n'est jamais assez prudent avec les autres.
le béton est fendu. Comment tu analyses ce chiffre? Déjà, je commence par questionner la question. Ouais. C'est-à-dire la manière de poser la question. Est-ce que vous pensez qu'on est assez prudent vis-à-vis des autres, ou qu'on peut faire confiance aux autres, elle nous met face à une injonction contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, mon cerveau me dit la morale te dit que c'est bien de faire confiance. Donc c'est bien vu de faire confiance, il faut que tu dises que tu fais confiance. Et en même temps, la manière dont nous vivons le lien social aujourd'hui dans notre société est profondément teintée d'utilitarisme. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se demander qu'est-ce que cette relation va m'apporter. Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Donc en fait, en arrière-fond, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Et potentiellement, quand je fais confiance à l'autre, je ne suis pas sûre qu'il va se comporter selon mes prévisions. Et dans ces cas-là, il y a un risque. Donc il y a un potentiel danger. Donc d'un côté, mon cerveau me dit c'est bien de faire confiance, mais de l'autre, il me dit il y a un danger. Ce sentiment très ambivalent fait que, moi je comprends la réponse qui est derrière. Ça veut dire qu'on a plus de mal à prendre des risques? Mais ça veut dire que je pense qu'il y a, je m'interroge sur l'imaginaire qui est véhiculé autour de la question de la confiance aujourd'hui. Je pense que ces fondements sont très fragiles. Et qu'on n'arrive pas encore bien à décrire ce qui se vit dans une expérience de confiance. Il y a un philosophe qui habite à Annecy, qui enseigne dans des lycées, aime bien faire la différence entre avoir confiance en quelqu'un, en quelque chose, et faire confiance. Dans le premier cas, il y a une confiance qui est donnée un petit peu de manière aveugle. Donc, je comprends que dans le contexte de polycrise dans lequel on est, ce soit moins facile de faire confiance de manière aveugle. En plus, à l'ère de l'IA, de défaut de fact-checking, etc., je comprends. C'est une question différente de se demander à qui ou en quoi je fais confiance. En fait, derrière, il y a l'idée que la confiance, c'est pas forcément une émotion ou un sentiment, mais plutôt que c'est un acte. C'est un verbe d'action. C'est le moment, non pas, en fait, si mon fils me dit, maman, est-ce que je peux conduire la voiture, alors qu'il a pas son permis. Le moment où je lui fais confiance, c'est pas quand je lui dis oui, mon chéri, c'est le moment où je lui tends les clés et où je les lâche. Donc c'est un acte concret. Tout ce qui précède, ça relève plutôt soit du calcul du risque, soit du rapport à la sécurité. On n'a pas tous le même besoin de sécurité. On n'a pas tous les mêmes expériences de vie, le même parcours individuel, parcours collectif, et donc on n'a pas la même expérience intérieure de sécurité. Souvent, ce qui peut prendre du temps, c'est de répondre à son besoin de sécurité. Mais une fois qu'on se sent en sécurité, l'acte de confiance peut être très rapide. Donc, contrairement à ce qu'on se dit, parfois on se dit la confiance, ça prend du temps. Non, ce qui prend du temps, c'est répondre aux besoins de sécurité, mais l'acte de confiance peut être très rapide. Par exemple, un enfant, il peut faire confiance très vite. Ou bien, c'est un contexte de crise. En fait, je n'ai pas le temps. En fait, ou alors je vois très bien qu'il y a beaucoup plus de danger à pas faire confiance aux autres, donc je vais faire confiance tout de suite, en fait. Donc, déjà, voilà, repenser cette idée que la confiance, ça prend du temps, etc. C'est le sentiment de sécurité qui prend du temps. Après, comme je disais, nos liens sociaux sont très fortement teintés d'utilitarisme. Ça, c'est lié à notre imaginaire économique, libéral, de individu maximisateur. Ça veut dire que, en fait, quelque part, je vais considérer que je vais pouvoir te faire confiance si tu es fiable, ou si cet objet est fiable, ou si cette institution est fiable. En fait, derrière, il y a est-ce que tu es fiable, là, est-ce que tu réponds à mes attentes. Donc, en fait, il y a le besoin de prédictibilité. Et en fait, un besoin de contrôle, un besoin de maîtrise, qui est humain, mais qui aujourd'hui est dominant et qui prend toute la place, en fait. Et c'est paradoxal, parce qu'on est dans une époque d'ultra-incertitude. Est-ce que ça explique justement, du coup, qu'on ait beaucoup plus de mal à faire confiance? En fait, ça correspond à une vision méritocratique de la confiance.
En gros, la confiance, c'est une récompense. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est une récompense. Tu te comportes bien, je te ferai confiance. Ça, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins possible, que notre seule certitude, c'est l'amplification de l'incertitude, etc., etc. Et qu'on est en train de réaliser que notre besoin de contrôle est un peu maladif, pathologique, et vient nous questionner aussi sur notre orgueil humain de vouloir toujours tout contrôler, tout décider, etc. On a vu que ça nous rendait pas heureux et que ça nous emmenait même dans l'impasse. Aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, il est bien plus intéressant de se demander non pas comment je contrôle, comment je prédis, mais qu'est-ce que je sens avec tous mes sens, hein. Et ça, j'enlève pas la partie intellectuelle, en fait. J'enlève pas l'intelligence situationnelle, je rajoute bien l'émotionnel, tout ce qui est sensitif, etc. Et aussi tout ce qui est, parce qu'on parle souvent de perception, moi j'aime bien parler aussi d'aperception. C'est-à-dire le fait de percevoir plein de petits signaux faibles qui ont l'air de pas être connectés avec les autres, mais d'être capable de faire le lien entre tout ce qui se passe. Et une fois que je comprends ce que je suis en train de sentir, alors comment j'y réponds à ce qui se passe, à ce qui m'arrive, à ce à quoi je suis confrontée. Et derrière le mot comment j'y réponds, il y a la notion de responsabilité. Exactement. Ouais. Donc non pas chercher à mettre la main sur, mais chercher à apporter une réponse en résonance, une responsabilité. En fait, cette période d'incertitude, elle appelle encore plus de responsabilité. Elle appelle à ce que nos actes n'aient pas des conséquences dramatiques pour plus tard, pour nous-mêmes, pour nos enfants. En fait, elle amène à augmenter son propre pouvoir d'agir. Elle amène à complètement changer de rapport au pouvoir. Dans une vision utilitariste, on a tendance à voir le pouvoir comme une tarte, une quiche à partager. Et en gros, si tu prends plus de pouvoir, c'est que tu m'en enlèves. Mais c'est Ilona de Haas en Belgique qui dit le pouvoir c'est plutôt comme l'amour. Plus il y en a, plus ça se partage, plus j'ai du pouvoir, plus nous avons du pouvoir. Mais c'est pas pouvoir le nom, c'est pouvoir le verbe, c'est le pouvoir d'agir en fait. L'empowerment. C'est l'empowerment, mais surtout, c'est arrêter d'opposer le pouvoir individuel au pouvoir collectif. C'est vraiment les deux qui se nourrissent. Donc tu parles beaucoup de confiance, mais tu parles aussi de la défiance. Et tu dis qu'en fait la défiance peut être saine, parce que la défiance, elle peut être justement ce qui nous préserve du totalitarisme, par exemple. Oui, ça c'est par exemple ce que va nous enseigner le taoïsme, c'est sortir de cette dualité nuit-jour, facile, difficile, et confort-inconfort. Vous voyez, comme c'est bien le confort, c'est pas bien l'inconfort. Vous voyez, toutes ces idées un peu toutes faites qu'on a. Et là, la confiance n'est pas l'inverse de la méfiance. C'est simplement une histoire de gradation en fait. Si on se dit que la méfiance dans certains contextes c'est sain, le doute c'est sain, nous en avons besoin pour résister au tribun, pour résister à la puissance. C'est l'esprit critique en fait. Voilà, c'est le libre arbitre, c'est l'esprit critique, on en a besoin. C'est ça qui nous permet de pas être réduit par les algorithmes, des tunnels dans lesquels en fait on se rencontre pas et on n'est pas en relation vraiment avec le monde en fait. Si je me dis que la confiance c'est pas une émotion mais c'est un acte, ça veut dire que finalement quand il n'y a pas de confiance, ce qu'il y a c'est de l'inaction. Et pour moi, ça explique ce qu'on vit à l'échelle sociétale. C'est-à-dire notre cerveau a compris que là, il fallait qu'on se dépêche d'agir, de changer de mode de vie, de manière de vivre ensemble, etc. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Pourtant, on n'a pas encore réussi à passer à l'action collectivement avec la capacité de réaction dont on est capable. Et donc pour moi, c'est parce que nous n'avons pas activé ce muscle de la confiance. D'abord parce qu'il n'est pas assez venu à notre esprit.
Et aussi parce qu'il est atrophié. Mais s'il est atrophié, c'est pas grave. C'est pas grave, il suffit, c'est comme quand je vais chez le kiné en fait. Je fais des petits exercices, voilà, et je le remuscle, peut-être avec des gens qui me donnent un petit coup de main au démarrage. Et parce que j'ai fait une petite chose, j'en fais une moyenne. Parce que j'ai passé un moyen pas, je fais un plus grand pas, etc., etc. Et ça marche, mais à tous les coups. Et puis il y a encore cette croyance que si je fais ce que je veux, je vais être heureux. Donc pour moi en fait, c'est même pas juste l'envie collective d'accélérer la transition de société, c'est quoi notre représentation du bonheur en fait. Et moi mon parcours de vie, mon expérience collective au sein des petites cantines me pousse à plutôt penser que c'est le fait d'apprendre à activer ce muscle de la confiance qui va m'aider en fait à faire ce qui est juste en fait, pas toujours ce que je veux, pas toujours voilà là où j'aurais pensé, mais ce qui est juste à l'instant T pour moi, et en général c'est juste pour moi, c'est aussi juste pour l'environnement qui m'entoure. Et ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser la volonté, mais c'est un peu comme un train où au lieu que la volonté, le volontarisme, ce soit la locomotive, la voiture de tête, il faut plutôt la mettre en queue de train pour persévérer au moment où on a envie de laisser tomber. Mais en tête, ça doit plutôt être les antennes de la confiance. Bon, on sent que tu as cogité sur ces questions. C'était avant les petites cantines, toute cette cogitation, ou est-ce que c'est consécutif à la création de ce réseau, enfin d'abord d'une première cantine, puis d'un réseau. Aujourd'hui, c'est un réseau. Avant les petites cantines, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait surtout un espace de jachère que je m'étais laissé entre le moment où j'ai quitté mon travail précédent, moi je travaillais dans la presse économique, et le moment où, avec Étienne Touvenot, on a décidé de lancer les petites cantines. Moi j'ai eu une année jachère. Ouais. Et là, je crois que c'est cet espace de balade dans la nature, de juste voir des gens qui me font du bien, qui m'inspirent, de lire, d'écrire, d'écouter en fait. Ça a permis de regarder ce qui émerge et d'écouter chez moi en fait où est-ce que j'ai l'impression que de suivre la boussole de la joie. Ouais. Voilà, ça c'est joyeux, enfin c'est léger, ça demande pas d'effort en fait. Ça demande du travail. Ça demande du travail, parce que souvent c'est pas la zone de confort, c'est voilà. Nous le fait de se tourner vers le secteur de la restauration avec Étienne à ce moment-là, alors que ni lui ni moi n'en venions, etc. Et qu'à part notre expérience de cuisine familiale ou entre amis, en fait, on n'avait pas les rudiments, on n'avait pas les normes d'hygiène, on n'avait jamais monté un restaurant de notre vie, on savait pas faire une recette pour voilà toute une salle. C'était pas notre environnement, c'était pas notre zone de confort ni de compétence d'ailleurs. Mais peut-être que c'est ça qui nous a permis de nous poser des questions que le secteur d'activité se posait pas à ce moment-là, et de nous faire confiance et nous dire mais on essaye et au pire ça marche. Alors en un mot, les petites cantines quand même, c'est des restaurants de quartier. Chacun est invité justement à venir partager un repas préparé ensemble, puis on déjeune et puis on range tout ensemble, on fait la vaisselle ensemble. C'est très pensé. Il y a des lavabos face à face, donc on peut engager la conversation pendant qu'on lave la vaisselle. C'est très sympa pour l'avoir vécu. Et puis avant de repartir, justement, on paye ce qu'on peut ou ce qu'on veut en conscience. Mais donc l'idée de départ, c'est quand même de recréer du lien. En toute honnêteté, l'idée de départ, en tout cas pour moi, c'était d'abord de faire un projet qui me fasse kiffer, où je me dis mais là ça me réchauffe le cœur, ça me stimule intellectuellement, j'apprends, je grandis, c'est compatible avec ma vie familiale, et le chemin est aussi beau que le résultat. Mais t'étais dans la presse économique, t'avais quand même une envie de chambouler un peu le modèle. C'était pas évident en fait.
Au départ, j'ai pris un petit temps avec un groupe d'amis, collègues, pour réfléchir à comment pouvait évoluer le modèle économique de la presse. Parce que j'ai l'impression qu'ils nous emmenaient dans le mur, qu'on faisait que des copier-coller, que c'était la course à l'info. C'est même il y a 15 ans, en fait. On voit que ça se confirme quand même. Ouais, mais il y a quand même quelques petites pistes de prospective là qui étaient pas là il y a 15 ans et qui aujourd'hui sont intéressantes. Et en fait, c'est en voyant que c'était à ce stade-là une impasse. Je me suis dit non, faut ouvrir les chakras là. Faut élargir l'horizon. Et puis, moi j'avais tenu pendant un bon moment une rubrique dans le journal dans lequel j'ai travaillé qui s'appelait Stratégie Up, Stratégie Down. En gros, on étudiait qu'est-ce qui faisait que une entreprise avait planté ou qu'elle avait réussi. Et je crois que un article sur deux, les plantages, ils étaient liés à l'association entre les fondateurs. Le pacte d'associés qui avait planté ou des trucs comme ça. Et moi, ça m'a amené à dire, mais souvent on dit, mais comment est née l'idée? Et moi, je me suis dit, mais il faut peut-être plus se demander, mais comment est née la relation? Peut-être. Encore, on y revient. Ouais, peut-être que c'est la relation qui crée la richesse, en fait, et que la richesse économique, elle en découle, et pas l'inverse. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut pas que je cherche l'idée, il faut que je cherche la personne avec qui j'ai envie de monter ce projet. Et j'avais aussi retenu que il valait mieux peut-être ne pas monter avec le projet avec son best friend ever parce que c'est risqué. En fait même pour la relation. Ouais, voilà, en fait, il se joue plein d'autres choses et finalement quand on fait ça c'est intéressant de se dire par quoi on est guidé en termes de besoins de sécurité etc. mais qu'il valait mieux s'appuyer par ce qu'un sociologue des années 70, un sociologue américain appelle la force des liens faibles. Mark Granovetter. En fait, le fait, c'est un peu, tu penses une arborescence, le fait de perdre un lien faible, donc quelqu'un avec qui tu as des relations de faible intensité, que tu vois pas souvent, avec un faible investissement affectif, etc. Le fait de perdre ce type de relation, ça te ferme un champ des possibles bien plus fort que quand tu perds un lien de forte intensité. Et en fait, moi, la chance qui m'a été donnée à ce moment-là, ça a été de facto, je me suis recentrée sur ma vie de quartier. Et en fait, à un moment, il faut quand même décider, en choisissant d'écouter tous ces petits gestes de solidarité, tous ces petits sourires, toutes ces salutations, ces bribes de conversation sur un coin de trottoir, etc. Et de voir comment ça me donnait une énergie énorme, en fait. À force de regarder ça a pris de plus en plus de place. Jusqu'à un moment donné, dire, non mais moi, je veux faire un projet ancré dans l'hyper-proximité. Et tu vois, nous, on est un peu formatés, les entrepreneurs, avec tous les pitchs, les trucs comme ça, à dire, c'est quoi le problème et c'est quoi ta réponse? Mais nous, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, peut-être qu'Étienne y répondrait autrement, mais j'ai pas eu l'impression de me concentrer sur le problème. Moi, j'étais plutôt en train de regarder, mais de quoi j'ai envie? C'était pas tant une attention portée aux causes racines, parce que ça, c'est venu après, en me disant, mais comment ça se fait que ça marche, en fait? Que le fait d'être tourné vers le rêve, c'est quoi qui est beau dans ma vie? C'est quoi qui me donne de l'énergie? C'est quoi que j'ai envie de démultiplier? C'était plus de la téléologie, c'est-à-dire l'étude de la finalité, en fait, mais je le faisais de manière inconsciente. Tu vois, plutôt réfléchir à la promesse, au rêve, quoi, que de réfléchir à c'est quoi le fond du problème. Et je trouve qu'on est encore trop formaté pour se dire il y a un problème, je vais le résoudre. Ouais. Alors ça me fait penser dans ton livre, tu fustiges un petit peu ce terme de lien social. Oui, parce que c'est un mot valise et que c'est le lien social, c'est un peu, tu vois, la maison d'édition qui s'appelle Les Liens qui libèrent. Bon, il y a les liens qui libèrent, il y a les liens qui aliènent. Et si tu discutes avec des personnes qui accompagnent par exemple des jeunes en addiction, ils vont te dire, mais moi, mes jeunes, ils en ont plein du lien social. C'est juste que c'est un lien social qui les enferme. Et j'aurais besoin qu'ils changent de rôle modèle, qu'ils rencontrent des gens. Et on est trop dans des cockpits où on rencontre que des gens qui nous ressemblent ou qui nous confirment dans des biais qu'on a déjà, en fait. Et c'est comme si on fabriquait du même en permanence. C'est vraiment la notion de fabrique du lien social. Quand je crée quelque chose, je sais pas ce qui va se passer.
il y a la notion de nouveauté. Il y a aussi la notion de choses qui s'arrêtent. Donc il y a, je vais me laisser surprendre, je vais peut-être perdre, je vais peut-être souffrir, je vais peut-être, il va peut-être y avoir des épreuves, des choses super chouettes, je ne sais pas en fait. Et ça nous fait sortir de la vision plus de liens, moins de solitude. Le lien c'est bien, la solitude c'est pas bien. Si tu prends un philosophe comme Michel Tereshchenko par exemple, qui allait étudier mais comment ça se fait que par exemple sous le régime nazi, des bons pères de famille se soient retrouvés à devenir des criminels de guerre. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient plus altruistes ou moins plus égoïstes que les autres? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens qui étaient engagés dans des associations, gentils avec leurs voisins, etc. Eh ben, ce qu'analyse le philosophe, c'est ils avaient une moindre capacité de poser leur propre loi intérieure. Donc, autrement formulé, une moindre capacité d'autonomie. Et ça, cette autonomie, elle se gagne en partie dans le lien et en partie dans l'expérience de comment moi je suis unique. Dans l'altérité. De l'altérité et qu'est-ce qui chez moi est unique au monde et qu'est-ce que je suis en train de vivre que personne ne pourra vivre à ma place. Et quand l'autre il est différent, c'est-à-dire qu'est-ce qui est différent? Donc c'est-à-dire que quand on accepte qu'on est unique, qu'on se confronte à l'altérité, qu'on voit ce qu'on a différent de l'autre, on accepte d'avoir ses décisions propres. En fait, on a une boussole intérieure qui va nous permettre d'être moins à suivre la meute. Ouais. Et la notion de loi, elle est importante, elle est intéressante, mais elle est dans un contexte où il faut cadrer le comportement de personnes qui ne vont pas toujours avoir une conscience profonde de notre commune humanité. À partir du moment où cette conscience, elle émerge, on dit ok, j'ai compris qu'en fait on avait un peu tous la même origine et qu'en fait au final on va un peu tous au même endroit, donc une commune origine et commune destination. Bon, la loi, elle est un peu intériorisée quelque part. Il y a une forme d'intelligence intérieure, d'arbitrage qui va être capable de prioriser et d'identifier où est-ce qu'il y a de la violence. Où est-ce qu'il y a de la violence? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les contours de la société tels qu'on les a dessinés, ils mettent à l'intérieur des comportements extrêmement violents. Donc des comportements, des relations, on parlait de lien social, des relations de domination. Là, c'est vraiment les deux côtés. C'est ceux qui décident de dominer ou qui dominent sans pas toujours s'en rendre compte, et ceux qui se laissent dominer. C'est les deux. Ou bien y avoir autre forme de violence, l'indifférence. C'est-à-dire, je ne me rends pas compte que mon confort se fait au détriment de celui des autres. Voilà, et au prix de l'inconfort d'autres personnes, et je ne me rends même pas compte en fait. Et ça engage notre responsabilité en fait, notre cécité. Notre surdité engage notre responsabilité. Si on était des enfants, on pourrait nous excuser. Mais nous sommes des adultes. Donc nous devons nous interpeller mutuellement et nous-mêmes sur les décisions qu'on prend au quotidien et leurs conséquences. Bien sûr, on peut pas tout voir, on peut pas se rendre compte des conséquences de tous nos actes, etc. Il s'agit pas de, il y a rien de, ce serait un enfer si on essayait de tout voir, mais. Et de se surveiller, c'est tout. Ouais, voilà, mais en tout cas, être attentif, éveillé à ça, c'est important. Et, autant on garde ça à l'intérieur de la société, dedans, autant on met dehors des choses qui sont de l'ordre la peur du conflit, la peur de la différence, etc., qui pourtant viendraient nourrir des relations de qualité entre nous, viendrait nourrir cette capacité à dire ok, j'ai compris ton point de vue, voici le mien, ok, on tourne le kaléidoscope ensemble et mais en fait ça te fait peur d'être différent des autres,
Et ça fait peur de se rendre compte que les autres sont différents. La peur du rejet, la peur de l'exclusion, elle nous guette à chaque instant et on peut avoir fait tout le développement personnel et collectif qu'on veut. Je pense que c'est tellement ancré ontologiquement dans notre condition humaine que ça s'effacera jamais. Donc c'est très paradoxal parce que cette peur-là, c'est en fait la peur de ne plus être intégré. C'est la peur de la coupure du lien. Et pourtant, tu dis que c'est la condition du lien. Tu dis que l'altérité, c'est la condition du lien. Et ce qui nous fait peur dans l'altérité, c'est que ça nous coupe du lien. Oui. Moi, je dirais que moi, je me représente mon parcours de vie comme étant un chemin dans lequel, quand je rencontre de l'adversité, donc ça peut être quelqu'un qui me fait du mal, moi qui en fais à quelqu'un et qui aurait pas voulu, ou bien la peur de quelque chose, ou voilà, je me dis, si tu ne traverses pas ça maintenant, la vie te le reproposera sans cesse. Après, pour traverser ça, on n'est pas seul. Oui, on est les seuls à le vivre, et on préférerait ne pas le vivre, mais en fait, on n'est jamais seul. Donc c'est le moment de se relier aux autres, en fait. Et en traversant cette épreuve, donc ça peut être un accident de voiture, une convalescence médicale, une période de chômage, un conflit, un rapport au pouvoir, un rapport à l'argent, une rupture amoureuse, voilà. En traversant ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que derrière, c'est super chouette. Derrière, il y a un horizon qui s'ouvre. Tu vois le ciel bleu derrière les nuages. En fait, c'est mieux qu'avant. Derrière, c'est pas l'enfer, en fait, c'est mieux qu'avant. Sauf que tout notre cerveau nous dit, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, tu vas souffrir. Mais si j'y vais en me reliant aux autres et en me disant, on va prendre soin les uns les autres, enfin, je ne vais pas être seule, en fait. Pour moi, le plus gros mensonge que je puisse me dire, c'est je suis seule. Non, je suis la seule à vivre ça. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas seule sur cette terre. Donc, si je traverse ça en restant reliée, derrière, je serai moi, mais en mieux, en fait. Comment tu restes relié quand tu n'as plus de lien? Parce que toi, tu fais la différence entre la solitude, que tu trouves saine, qui permet de se recentrer, d'être avec soi-même, et l'isolement. Là, oui. C'est super de traverser des crises en se disant qu'on est relié, mais quand on n'a plus de lien du tout. Faut accepter de se montrer en vulnérabilité. C'est-à-dire accepter de dire, voilà ce que je suis en train de vivre. Et c'est un peu merdique, en fait. Je me sens merdeuse. Je me sens honteuse. C'est accepter, de se dire, c'est pas parce que je dis ça que l'autre va avoir une image dégradée de moi. Au contraire, il va se dire, il va se sentir rejoint dans sa propre humanité. Il va se sentir autorisé à partager ses propres vulnérabilités. Donc, en fait, au lieu de mettre tous mes efforts dans le fait de trouver une solution pour dépasser cette épreuve que je suis en train de traverser, c'est plutôt mettre tous les efforts dans le fait de rester relié aux autres. Parce que c'est ce que vont m'apporter les autres qui va me faire, en gros, le maillage, le matelas, l'édredon, en fait, qui va faire qu'on va pouvoir traverser les choses. Mais ça demande de passer outre la honte. La honte qui est au contraire de la joie, de la tristesse, de la colère, du dégoût, tout ça, qui sont des émotions intérieures, subjectives, personnelles. La honte, c'est une émotion qui ne se lit que dans le regard de l'autre. Donc c'est que ça vient de notre paysage culturel. C'est-à-dire, moi je me dis que si je fais ça ou si je dis ça, l'autre va avoir une image dégradée de moi ou va me juger. Et ça change suivant les époques. Le contexte, suivant le contexte, on n'a pas toujours honte de la même chose. Donc, nous avons la main dessus. Et ce que fait Pablo Servigne, ce que font des réseaux d'entrepreneurs, Active Action, tout ça, tous ces acteurs du quotidien, des acteurs médico-sociaux, tous ceux qui travaillent comme ça sur la confiance, mais ça peut être aussi des PME familiales. Enfin, il y a vraiment un millier d'acteurs dans l'économie qui fait ça. Ça peut être un parent avec son enfant, un éducateur.
tout ce qu'ils font, en fait, c'est ils changent le paysage culturel. Ils disent, tu peux me dire ce que tu es en train de traverser, et ensemble, on va y arriver. Et ça suit une trajectoire qui est très assurée, qui est certaine. Mais à contre-courant de ça, il y a un truc qui fait beaucoup de bruit, qui est cette société individualiste à outrance, recroquevillée sur elle, cherchant la profitabilité comme finalité, tout ça, ce monde qui est en train de s'écrouler avec force et fracas. Mais qui est le monde à contre-courant? C'est-à-dire, parfois, on a tendance à dire les acteurs du lien social, tout ça, sont à contre-courant du modèle Toi, dominant. tu penses que c'est le contraire? C'est le contraire. Il suffit de le vivre pour sentir que c'est nous qui sommes portés par le flot, en fait. Il suffit de le vivre, c'est-à-dire que ça, tu l'as vu, tu l'as compris, cette histoire d'être capable de rentrer en connexion via la vulnérabilité, tu l'as vu grâce aux gens qui poussent les portes des petites cantines? Les petites cantines fêtent leurs 10 ans. Et bon anniversaire. Ouais, merci. Du coup, moi, j'y vis un peu la même expérience qu'un oignon, hein. C'est-à-dire... Ça m'intéresse. En fait, je trouve ça intéressant que l'oignon, ce soit ce qui nous fait pleurer. C'est pas anodin, en fait. Ouais, puis les gaz lacrymogènes, etc. Et en fait, c'est aussi comment j'arrive à éplucher mon oignon, en fait. Il y a tellement de couches à enlever pour retrouver ce qu'on sait tous à l'intérieur de nous, en fait. Il suffit d'avoir des conversations dans lesquelles les personnes, ils ont pas besoin de jouer de rôle, dans lesquelles ils savent qu'il y aura pas de jugement, que ce sera une ambiance, comme à la maison, d'entraide, etc. Pour que, en fait, au fond d'eux, ils expriment tous la même chose. Donc c'est pour ça, je dis, en fait, à chacun et à nous tous collectivement d'enlever les couches de l'oignon, en fait. Ouais, moi j'aime bien me dire que c'est un légume. En fait, on pleure, mais à la fin on se régale, quoi. Ouais. À la fin, on se dit que la saveur de ce à quoi on goûte est magnifique. Tu me dis que les petites cantines fêtent leurs 10 ans, donc on parle beaucoup des bénévoles, des convives, mais est-ce que justement l'expérience des petites cantines, c'est aussi cette expérience d'entrepreneuriat collectif? Le lien, il est là aussi? Il y a combien alors je crois que j'ai vu un post LinkedIn où tu te dis, il faut arrêter de demander le nombre de petites cantines, c'est pas le nombre, c'est l'essaimage. Qu'est-ce que c'est la différence? L'essaimage 3D. Exactement. C'est-à-dire l'essaimage horizontal, c'est bien, c'est important parce qu'on est super chouette à chaque fois. Donc quand même, combien de petites cantines aujourd'hui? Aujourd'hui, à l'heure à laquelle on échange, il y en a 18. Dans un mois, il y en aura 19. Sur toute la France? Sur différentes villes de France. On est plutôt en environnement urbain, même si la dernière qui a ouvert ses portes, c'était à Montbrison, dans la Loire, donc un territoire semi-rural. Il y en a une dizaine qui sont en cours de montage. Donc, cet essaimage territorial, il est important parce que c'est de la joie à chaque fois qu'il y a une nouvelle ouverture. Mais essaimer en horizontalité, c'est bien. Il y a aussi essaimer en verticalité, c'est-à-dire en qualité, en approfondissement. Qu'est-ce qui fait que vous apprenez les uns des autres? Mais oui, et tout ce qu'on peut perfectionner dans notre gouvernance, dans notre manière de monter le projet, dans notre manière d'accueillir l'expérience convive, etc. On est sans cesse en train d'apprendre. Et heureusement, parce que sinon moi je fais partie très vite, moi j'ai besoin d'apprendre en permanence. Donc c'est pour ça qu'on s'est monté en communauté apprenante. Où il y a vraiment, en fait, la boîte à outils, elle est en permanence renouvelée par les nouvelles cantines, les nouvelles équipes qui nous rejoignent, etc. En fait. Et puis il y a horizontalité, verticalité, profondeur. Profondeur, c'est aussi le rôle du temps là-dedans. On parlait de la différence entre fabriquer du lien, fabriquer des petites cantines, et créer, avec tout ce que ça comporte de nouveautés, d'incertitude, de rapport à l'incertitude. Et pour moi, ça, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus puissamment changer dans mon rapport au temps. Avant, je me disais, le temps, c'est ce qui se place entre mon objectif et moi. Donc, je veux toujours le comprimer. Parce que j'ai cette culture du résultat. Cette culture du, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je veux réussir, en fait. Mais si je me dis que sans cesse, le présent crée et recrée du nouveau. Cette idée que ce qui compte, c'est le voyage et pas la destination. Et c'est cette idée que le temps, il est profondément créateur. Donc si je comprime le temps,
je freine plein de choses. J'appauvris. Et donc, si je laisse le temps long, je laisse la place à la richesse. Et monter une cantine, ça se fait sur un temps long. Il faut mobiliser la communauté, trouver les bonnes personnes, trouver le bon local, les bons financements, les bons partenaires financiers, les bons partenaires opérationnels. Il faut quand même réunir, c'est à peu près 250 000 euros quand même pour monter une petite cantine. Donc c'est pas rien pour des gens qui sont pas montés de fonds. Il faut le temps de se laisser former par ceux qui ont déjà monté des petites cantines. Donc ce temps du compagnonnage. Et c'est que au bout de 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi parfois que la petite cantine ouvre ses portes. Et en fait, elle a ouvert ses portes bien avant. Parce que même si elle ouvre physiquement ses portes à l'instant T, elle est dans la tête des porteurs de projets. L'architecture, qui est l'architecture relationnelle en fait, elle était posée bien avant et dans tous les événements de cantine éphémère, de comment on s'organise pour aller chercher tout ce qu'il nous faut, l'esprit, il est déjà là. Je suis déjà en train d'apprendre, je suis déjà en train de me transformer et c'est un projet dans lequel il y a beaucoup de femmes qui s'engagent. Il y a des hommes et des femmes et il y a une majorité de femmes. Et je m'aperçois de l'épanouissement des parcours entrepreneuriaux de ces femmes qui s'y étaient pas forcément autorisées avant et révèlent une capacité à convaincre, une capacité à fédérer des gens différents d'eux, une capacité à comprendre des réalités économiques et à investir l'espace public, l'espace commun, d'une manière puissamment politique. Pas politique au sens des appareils politiques, ça c'est ce qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, mais politique au sens de les communs qui vont être comment à partir des ressources naturelles, on va fabriquer des choses qui nous sont utiles à tous et comment on va être non pas propriétaire de notre projet, mais comment on va en être les dépositaires. Et ensuite, le passage de relais va se faire. Et je salue l'énergie quotidienne, inlassable et pleine de montagnes russes des administrateurs et administratrices bénévoles qui portent la gouvernance et qui sont en posture d'employeur. En fait, être employeur dans ce type d'univers, il faut désapprendre les réflexes des employeurs dans l'économie conventionnelle. Donc, c'est tout un travail. Et c'est aussi tous les maîtres et maîtresses de maison d'un jour qui sont aussi là des bénévoles qui vont se former à la culture de l'accueil et d'hospitalité, c'est-à-dire qu'ils vont en binôme, en trinôme, superviser des services, des repas, du moment de la cuisine jusqu'au moment à la fin de la vaisselle, en passant par l'étape du repas, etc. Donc, superviser la cuisine participative, superviser l'accueil, la caisse, etc. Ça, quand on se forme à ça, il faut imaginer qu'il y a 10 000 personnes en cuisine participative chaque année dans la petite cantine. C'est diffuser cette culture de l'accueil et de l'hospitalité en se disant, il faut qu'on apprenne. Ça s'apprend. Bien accueillir, c'est commencer par bien s'accueillir soi. Ça veut pas dire accueillir tout le monde n'importe comment sans règles, ça veut dire être garant du cadre, être les tiers de confiance. On ne peut pas bien accueillir s'il n'y a pas des garants du cadre. C'est des facilitateurs. On est en train de former à travers la cuisine plein de facilitateurs. Et puis, je remercie aussi tous les jeunes, les stagiaires, les jeunes volontaires en service civique, tous les jeunes qui arrivent parce qu'en fait, ils savaient pas quoi faire, qu'ils avaient l'impression que la société n'avait pas besoin d'eux, qu'en fait, ils sont paumés, ils ont plus de repères, ils ont vécu le Covid, ils ont vécu tout ça, et ils savent qu'avec l'intelligence artificielle, les métiers pour lesquels ils sont formés, il y en a au moins 1 sur 2 qui n'existeront pas à la sortie de leurs études, et ils disent, mais est-ce que vous êtes d'accord pour que je m'engage pendant 10 mois à vos côtés? Ils apportent une bouffée d'oxygène. Moi, j'ai eu la chance de retourner responsable de cantine pendant 1 an après la crise sanitaire. J'avais besoin ça faisait quelques années qu'on faisait de la structuration, de la levée de fonds, tous ces trucs-là, et j'avais besoin de retrouver le contact avec le terrain. Et j'ai été hallucinée de voir le nombre de jeunes qui poussaient la porte. Et qui viennent en conscience, ils savent ce qu'ils vont trouver aux petites cantines? Ils savent pas trop, personne sait trop ce qu'il va trouver, personne, voilà, tout le monde vient pas. Mais quand on rentre dans la pièce, il y a de la vie. Et on se sent en sécurité parce qu'on voit toute la pièce en un seul coup d'œil. Ça, vous l'avez beaucoup pensé, ça. L'ergonomie du lieu. Non, en fait, on n'a pas d'abord pensé et ensuite on a fait. D'abord, on a fait. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qui fait qu'ici ça marche ou là-bas ça marche pas? Et en essayant de comprendre, on dit, ah, ok, c'est parce qu'il y a une pièce unique, que la cuisine est dans la salle, que je sais pas quoi, qu'il y a une ambiance comme ci, un éclairage comme ça, de la musique comme ça, et que, en fait, les gens, ils sont juste eux-mêmes, en fait, sans jouer de rôle, en fait. Et en fait, voilà.
il suffit de faire ça pour se sentir en sécurité. Okay. Et ben, j'ai à la fois vécu des choses très belles et très fortes, très riches avec ces jeunes, et aussi des choses super douloureuses. Je me souviens de Julien, un jeune qui à un moment fondu en larmes à la fin d'un service parce que c'était trop dur, quoi. Son quotidien était trop dur, qu'il avait plus confiance en lui, qu'il avait peur de prendre son téléphone pour aller chercher un boulot, que tout ça. Et à ce moment-là, tout le monde s'est réuni autour de lui, pour le soutenir. Et j'ai dit voilà, juste comme ça, il y en a combien parmi vous là qui prennent des psychotropes? Parmi les jeunes, mais il y en avait 9 sur 10. 9 sur 10 de tous les milieux sociaux. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et moi c'est pas prouvé. Pourquoi ce besoin de déconnexion, hein, peut-être aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui fait aussi que quand ils viennent aux petites cantines, ce besoin de prendre des psychotropes autres se fait moins ressentir. Alors moi, je suis pas scientifique, donc je ne sais pas. Attention, ce que je vais dire n'est pas prouvé scientifiquement. Mais je me demande si aux petites cantines, il n'y a pas plus d'ocytocine qu'ailleurs. Vous voyez, ocytocine, cette hormone de l'attachement. Et ben moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'ocytocine partout aux petites cantines. C'est-à-dire juste le fait de voir des sourires. Je pense que notre cerveau, il le perçoit, il a envie d'en redonner. Juste que le corps se détend. Je mange des choses qui sont bonnes, des aliments de qualité, de saison, qui ont été cuisinés avec soin, avec amour. Ben, je pense que la qualité des aliments va refléter l'estime de soi. C'est une espèce de cercle vertueux qui se met en place. Et juste un petit coup de pouce, ça, en fait, rien que d'avoir quitté le paradigme, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, etc., et d'être rentré dans cette manière de penser la relation aux autres qui est plutôt, mais qu'est-ce que j'ai reçu et qu'est-ce que je veux donner? Ça, c'est beaucoup plus proche des fondements du lien social que ce que notre société veut bien nous faire croire aujourd'hui. Parlons-en de ce que j'ai reçu, ce que j'ai donné. Cette question du prix libre et conscient. Donc, quand on a terminé cette expérience aux petites cantines, donc on est venu cuisiner, on s'est installé avec des gens qui nous ressemblent pas forcément, on a épluché les carottes, on a fait à manger, on a déjeuné tous sur des grandes tables. On fait la vaisselle, on range tous ensemble dans les grands vaisseliers la vaisselle après le repas. On passe le balai et on passe à la caisse. Et là, on est un peu face à soi-même et il faut choisir ce qu'on va donner et ce qu'on va payer. Et alors déjà, pourquoi ce choix du prix libre et conscient et devant quelle responsabilité ça met les gens qui sont venus participer? Alors, l'idée, elle est venue d'un jeune stagiaire qu'on avait accueilli au moment du montage de la première petite cantine et nous voyait patauger avec Étienne et tout le petit collectif sur quel prix fixer. On n'arrivait pas à le déterminer parce qu'on voulait à la fois être inclusif tout en essayant de couvrir un maximum de charges pour être le moins dépendant de subventions possible. C'est la quadrature du cercle. Et on disait, mais vous prenez pas la tête. Essayez le prix libre. Moi, Comment il avait entendu parler de ça, lui? C'était... Bon, je sais pas, il l'avait vu dans des expériences de festivals ou ailleurs, en fait, dans sa vie associative. C'est un jeune très engagé, Nicolas. Et moi, je suis dit non. Nicolas. Un petit reste alors de. Oh bah oui, c'était quand même bien ancré en fait. Je vais pas voir des investisseurs, un banquier ou autre en disant tranquille, le prix libre, les gens donneront ce qu'ils voudront et ça se passera bien. Il m'a dit essayez, au pire ça marche. Donc expérimentation. On essaie d'abord sur des cantines éphémères, surprise avec des écarts des gros écarts de contribution, donc 2 €, 20 €. En fait, on se retrouve à avoir plus que ce qu'on pensait. Et donc, on se dit, ok, une fois qu'on ouvre un lieu, le 1er septembre 2016, on ouvre la première petite cantine à Lyon, dans le quartier de Vèze, à côté de chez moi. Et en septembre, on dit aux convives, écoutez, on va essayer pendant 4 mois le prix libre. En décembre, on fait le point. Et on verra si ça marche. Et si ça marche, on continue ça. Décembre. Beaucoup plus de cons, on avait, je sais plus, passé le 1000e adhérent en 4 mois et on rentrait complètement dans nos frais. Et du coup, on a dit, on essaye encore 1 an. Donc, vous voyez, le niveau conceptuel était quand même proche du niveau de la mer, en fait, hein. Et on a juste essayé,
regarder la réalité, et ensuite on s'est dit si ça marche, essayons de comprendre quelles sont les conditions à réunir pour que le prix libre soit une réussite. Là, je dois faire un petit temps d'autocritique. Je pense qu'aujourd'hui, on applique mal le prix libre aux petites cantines. D'abord, rien que de parler de prix libre et conscient, on se coupe d'une partie de la population. On parle à un public averti, un public un peu bobo peut-être, ou engagé dans l'impact, ou qui va comprendre ce que ça veut dire, rien que le mot conscient en fait. Tout le monde ne comprend. Enfin, je serais incapable de vous définir la conscience en fait. Donc conscience, ça veut dire que je suis capable de. En fait, il faudrait que j'ai des éléments de comparaison. Donc que je connaisse bien c'est quoi le prix, d'un hôpital, la structure de coût d'un hôpital, la structure d'une voiture, ça pour me faire une idée de la valeur en fait. Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? En fait, j'ai comme point de référence l'idée que la valeur, elle est dans l'objet, ou elle est objective, et que je vais pouvoir en fait. C'est dur en fait de quitter ça en fait, de se dire cette chose, je vais essayer de définir ce qui va lui donner de la valeur en fait. Mais c'est ça qu'il y a dans la tête des gens quand ils arrivent à la casser. C'est ça qui arrive. Combien coûtent les aliments que j'ai consommés, combien en fait, les produits ménagers, le four, l'électricité, c'est un peu ça qui se fait comme calcul. C'est ça, mais c'est parce que on est dans cet imaginaire économique et le PIB en découle. On a appris à calculer ce qui était quantifiable, etc., et pas du tout à évaluer le temps qui a été passé à cuisiner, le temps qu'il a fallu pour trouver ce local, réfléchir, former les gens. Mais même autour de la caisse, nous, on le verbalise pas. Un peu quand même, il y a des panneaux. Un peu, mais on pourrait le faire de manière mille fois. Il y a des panneaux qui disent 5 € c'est le prix des aliments, c'est ça, des aliments, le prix des aliments, le salaire. Le salaire, 25 c'est le fonctionnement du réseau. Oui. Donc, il faut le dire quand même en fait. Je pense qu'on se prive de moyens beaucoup plus sensoriels, beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus anthropologiques, beaucoup plus poétiques, de dire toute la valeur que nous reconnaissons derrière. Donc déjà, je pense que... Et puis, est-ce qu'on peut faire un arrêt sur image sur le prix fixe? Parce que quand on s'étonne que là, on mette en place le prix libre. Mais moi, je m'étonne qu'on ait mis en place le prix fixe. C'est-à-dire, on est d'accord que tout se crée en permanence, que le vivant, il est toujours mouvant, que tout est tout le temps en mouvement. Et je comprends qu'à un moment donné, notre cerveau ait eu besoin de prendre une photo, de dire ok, le prix il sera fixe, ça va être ça, parce que ça va nous permettre de comparer, ça va nous permettre de monter des modèles, de développer des modèles mathématiques derrière à partir d'une base qu'on arrive à saisir. Mais c'est quand même très réducteur. C'est quand même très particulier d'avoir mis en place le prix fixe. Je pense que c'est pas tout le monde qui aurait eu ce réflexe-là. Donc, moi, je m'intéresse aujourd'hui à c'est quoi les sous-jacents socio-économiques qui sont derrière le prix libre. Et je trouve que, finalement... Ça semble pas logique. Mais, en fait, c'est limite... C'est arbitraire, en fait. C'est très arbitraire, c'est énergivore d'essayer de fixer le bon prix. Regardez toutes les études marketing qu'il faut faire, etc. En fait, il y a plein de modèles dans lesquels ça échappe. Par exemple, quand tu achètes un voyage, le prix est jamais fixe parce exactement. Que c'est l'offre tes billets de train dans un même wagon. Ça évolue du jour au lendemain. Et puis il y a aussi la question du prorata. Aujourd'hui, la cantine des enfants, tu la payes. En tout cas, j'imagine. Enfin, je sais pas dans le privé, mais dans le public, tu la payes au prorata de ce que les parents gagnent. Exactement. Donc on connaît ce modèle de mobile en fait. Oui. Et si on regarde les pourboires aux États-Unis dans la restauration, en fait, ce prix libre, il est bien plus répandu que ce qu'on pense. Et je pense qu'on n'a pas encore abouti, mais en repensant autrement l'expérience en caisse, parce que là, qu'est-ce qu'on a fait aux petites cantines? On a reproduit un peu une expérience en caisse de supermarché en fait, Donc rien que le nom caisse, très particulier. Avec quelqu'un qui est de chaque côté, et puis c'est juste qu'au lieu de se dire combien je te dois, on va dire combien tu veux donner. Mais quelque part la tension qu'il y a entre
le vendeur et le client, qui est que le vendeur il veut vendre un peu plus cher et le client il veut acheter un peu moins cher. En fait, c'est comme si c'est toujours là. C'est comme si on avait changé les attentes sans changer le cadre. On a un champ des possibles à réinventer pour repenser le cadre de nos expériences de paiement. J'aime bien cette image de dire que si tu mets Martin Luther King, Mère Teresa et Gandhi devant un plateau de Monopoly, au final ça va donner la même chose, c'est qu'il y en a un qui va être le super riche et les deux autres qui vont se faire plumer, parce qu'en fait ce qui compte, ce qu'il y a, c'est que les règles du jeu n'auront pas changé. T'es en train de me parler de ça un peu? Complètement. C'est-à-dire, il s'agit pas de rajouter un acteur un peu plus vert, un peu plus vertueux, voilà, et ça va juste rajouter une pièce sur l'échiquier, puis un jour elle mourra, etc. Puis en fait, le récit n'aura pas changé. C'est plutôt moi, j'aime bien le réel. L'abstraction, c'est bien, c'est important, mais ça arrive après le réel. D'abord, on va mettre les mains dans le cambouis. On va prendre du plaisir à faire les choses, on va un peu se laisser guider comme ça, intuitivement. Et une fois qu'on a fait quelque chose qui tient un peu la route, on prend du recul, on regarde le jeu de société, et on dit, mais c'est quoi les règles du jeu, ce jeu de société-là qui fonctionne? Et on en tire des règles du jeu simples qu'on va pouvoir repartager à d'autres. C'est ça pour moi l'abstraction, le concept, etc. Ça arrive après les mains dans le cambouis, dans le réel. Et aujourd'hui, si on regarde nos débats économiques, c'est des débats d'idées. C'est des courants de pensée qui s'affrontent. Mais les amis, en fait, il y a plein de choses qui marchent. Laissons parler le terrain. Laissons parler nos savoirs intrinsèques, notre valeur intrinsèque. Retrouvons le pouvoir de dire qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour nous. Et ensuite, on pourra faire tous les courants de pensée qu'on peut. Alors, toi, tu as commencé à mettre les mains dans le cambouis très jeune, parce que tu racontes que vers collégienne, c'est ça, vers 13 ans, tu as commencé à aller visiter des personnes âgées chez elles. Et notamment une vieille dame qui s'appelle Marcel, que tu as visitée pendant plusieurs années. Tu racontes qu'elle t'a aidé à sortir de l'habit du sauveur et à déconstruire cet imaginaire peuplé d'aidants et d'aidés. Est-ce que tu as réussi à observer ça souvent, cette vraie rencontre horizontale aux petites cantines, où personne n'est plus dans le rôle d'aidant et d'aider? Parce que c'est ça, en fait, les petites cantines. C'est que tu as envie que, riches ou pauvres, heureux, malheureux, on se retrouve en horizontalité autour d'un repas. Alors, je dirais en relation d'équivalence. Alors, la table, c'est une relation d'équivalence. On est tous assis à la même hauteur. J'ai dit quoi? J'ai dit égalité? Non, horizontalité. Non, mais voilà, je vais parler d'équivalence. Ensuite, ce qui s'était passé avec Marcel, c'est que, en fait, elle-même, elle était isolée, mais elle n'avait pas honte d'être seule. Donc, elle a changé de référentiel. Donc, en fait, moi, si j'arrive en disant « je vais t'aider, toi qui as des difficultés », ça ne matche pas avec son référentiel. Elle m'a d'emblée dit, enfin, c'est pas qu'elle m'a dit, c'est dans sa manière de me poser des questions, d'attendre des choses de moi, etc. Comme il n'y avait pas de honte, elle m'a plutôt amené à approfondir, en fait, sa solitude a donné de l'ampleur à notre relation. Donc, j'ai été amenée elle m'a renvoyé à moi là-dessus. Et je trouve que, autant oui, le modèle des petites cantines, il a été pensé pour déconstruire cette relation aidant-aidé. Et ça, c'est vraiment hyper joyeux. Autant, c'est quand même un réflexe qui revient sans cesse. Mais donc, tu parlais de facilitateur tout à l'heure. Il y a quand même un apprentissage à repérer le moment où certains se prennent pour des aidants et d'autres des aidés, et d'essayer est-ce qu'il y a une manière d'intervenir pour que ça n'ait pas lieu? En fait, en général, cette relation aidant-aidé, elle va susciter des tensions. Donc, c'est-à-dire, par exemple, nous, dans le cas des petites cantines, on l'a à peu près bien déconstruit au niveau de l'expérience convive. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui arrive et qui se dit, voilà, moi je suis là parce que je suis là pour aider les autres, donc on dit, ok, qu'est-ce que tu veux recevoir? Parfois ça peut prendre un mois avant que la personne elle arrive à verbaliser ce qu'elle veut recevoir.
Donc ça, à peu C'est près. quoi? De la reconnaissance? Par exemple, on va découvrir que tiens, elle vient de perdre son conjoint, qu'elle est veuve, qu'elle se sent seule et que donc elle a besoin de se sentir utile. Ou bien ça peut être qu'en fait, il avait toujours voulu être cuisinier, qu'en fait, ses parents lui ont dit non, tu seras ingénieur, et qu'en fait, il veut réaliser sa vocation, quoi. Ou bien ça peut être que, en fait, il en a marre de manger des tacos, qu'il a envie de retrouver une bonne soupe maison, et qu'en fait, il a envie de découvrir des savoir-faire familiaux, en fait. Donc, il a envie de retrouver une famille urbaine aussi. Voilà. Donc, en cantine, je pense qu'on est relativement à l'aise avec ce côté, allez, tout le monde enfile le même tablier, tu fais comme à la maison, tu peux desservir, tout ça. On y arrive bien. Là où c'est encore un peu difficile, au bout de 10 ans, dans les petites cantines, on est encore en chemin, c'est dans les relations entre l'équipe support et les cantines. Il y a encore trop, parfois, pas à chaque fois, les cantines qui disent on n'y arrive pas. Et l'équipe support qui dit voilà la solution. Ou alors, tu le vois. Ou alors l'équipe support qui va dire attends, bouge pas, je vais t'aider. Et quand il dit non, enfin, en fait, on reproduit au niveau de nos personnes morales en fait ces relations-là. Ça veut pas. Mais Diane, tout est dans le mot support. Une équipe support, elle supporte et elle en aide. Comme alors oui pour la compta, pour tous ces trucs-là, mais oui pour la boîte à outils, mais c'est un peu comme un responsable de cantine, la personne qui anime sa communauté. On lui demande pas d'être au centre et en relation avec tous ces 2000 convives. T'imagines, sinon elle pète un câble en fait. On lui demande d'être capable de poser le cadre, d'être garant du cadre et à un moment de faire un pas de côté. Et ce sont les convives qui vont être en relation les uns avec les autres. Et nous, on a besoin de vivre ça au niveau de la communauté des petites cantines, du réseau, c'est-à-dire entre tous les restaurants qui sont ouverts et puis en fait ceux qui sont en montage. En fait, on est une trentaine d'associations. C'est impossible que tout le monde aille voir l'équipe support et que l'équipe support soit en permanence en relation avec tout le monde. Alors, bon, c'est encore les gens se connaissent encore bien, etc. Mais il faut qu'on arrive à ce que ce soit les cantines qui s'entraident, un peu comme les convives sont en relation les uns avec les autres et s'entraident, et qu'on soit dans cette dynamique de réseau, d'intelligence collective des restaurants entre eux. Donc parce qu'il faut préciser que chaque cantine, c'est une association. Chaque cantine, c'est une association autonome qui est enracinée sur son territoire, avec sa communauté, ses salariés, 1 ou 2 salariés en général, c'est son conseil d'administration, etc. Et il va être en relation avec les autres restaurants et on apprend ensemble. En gros, t'as une galère parce que tout d'un coup, t'as plus de trésorier, par exemple, hop, t'as le trésorier de Lille qui vient t'aider à redresser tes comptes, à machin, ou bien tout d'un coup, je sais pas, t'as pas ton maître de maison du jour, il a une galère, pof, celui de Paris va venir faire un maître de maison volant pour t'aider. Voilà. Tu dirais que c'est une franchise sociale? Alors, on s'est beaucoup demandé, est-ce qu'on a une franchise sociale? Oui, non, donc c'est-à-dire franchise non lucrative, etc. En fait, le problème, dès qu'on arrive avec l'idée de la franchise dans l'univers de la restauration, c'est la bannière McDo, uniformité. Et nous, c'est la diversité qu'il y a entre les petites cantines et tout ça. Il n'y a pas une cantine qui est pareille. Vous êtes en train d'inventer un nouveau modèle de coopération. En fait, si tu veux, nous, il n'y a pas un modèle de petite cantine. C'est plutôt la théorie de la viabilité, c'est-à-dire on a un cadre avec des limites qu'il faut respecter et à l'intérieur, il y a plein de modèles suivant la taille du local, l'énergie entrepreneuriale de l'équipe, etc., la configuration, les besoins du quartier. Donc voilà, il y a plusieurs modèles. Et par contre, c'est vrai qu'on se partage une boîte à outils, mais c'est pas la tête de réseau qui fait c'est tous les cantines qui l'enrichissent. Chaque cantine contribue au fonctionnement du réseau d'un point de vue financier. Donc on va regarder, ça nous coûte combien de mutualiser nos logiciels. Et alors on se répartit les choses et ensuite chaque cantine contribue au réseau à prix libre. Donc il y a des choses qui relèvent de l'ordre de la franchise sociale, dans le sens où c'est une marque partagée et on partage une forme de savoir-faire qu'on enrichit collectivement, mais il y a des choses qui n'en relèvent pas, comme l'uniformité ou le fait que tout est drivé par une locomotive. En fait, les présidents de cantine, c'est eux la tête de réseau, en fait. Tu écris que le changement profond de civilisation que nous traversons n'est pas uniquement climatique, qu'on a une transition relationnelle à vivre. C'est ce que vous essayez de faire comprendre avec Opération Milliard? Oui. Oui, je pense qu'on pourrait le dire comme ça. Faire un lien systémique, en fait.
Ouais, l'opération milliard, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement citoyen. Moi, j'étais waouh, la dynamique d'embarquement, de mobilisation citoyenne, etc. est très puissante et vraiment un marqueur. Parce que dis-nous un petit peu combien de personnes sont derrière cette opération. En fait, au tout, il y a une communauté d'à peu près 2000 personnes. Okay. Parmi ces 2000 personnes, il y en a grosso modo une centaine qui sont vraiment impliquées dans des groupes de travail, etc. Et qui ont vraiment cherché à analyser où sont les freins au financement des organisations de la transition juste. La transition juste, c'est pas uniquement la décarbonation de l'économie, c'est la transition écologique, mais aussi la justice sociale, mais aussi la stabilité et la vitalité démocratique. Donc c'est comment en fait nos modèles économiques sont transformés par l'ensemble de ces enjeux écologiques, sociaux et démocratiques. Transition juste. Ça, c'est le terme qui aujourd'hui remplace la notion de développement durable au niveau des réflexions des grandes institutions européennes, internationales, etc. Et c'est un terme qui n'est pas encore très approprié par le grand public. C'est pour ça que je prends le temps de l'expliquer. Parce qu'on peut se dire transition juste, mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, on n'en sait rien. Non, c'est un terme aujourd'hui qui est très documenté d'un point de vue académique. Derrière l'opération milliard, on va se dire, bon, on constate que l'innovation technologique, elle est super bien financée, que l'IA, que tout ce qu'on veut, en fait, il y a les circuits de financement qui vont bien, donc il n'y a pas un problème de manque d'argent en France. Il y a un problème de fléchage de cet argent vers des choses qui comptent vraiment pour nous. Donc, comment ça se fait que tout ce qui relève des organisations engagées sur le terrain dans la transition juste sont sous-financées aujourd'hui? Est-ce que ça vient d'un problème de thèse d'investissement, par exemple, que les théories d'investissement de ceux qui ont l'argent aujourd'hui ne matchent pas avec les critères de fonctionnement économique, de gouvernance, etc. des organisations sur le terrain. Exemple, dans l'économie conventionnelle, le critère numéro 1, c'est la croissance. C'est le critère de bonne santé, c'est le croissancisme. Donc, je vais avoir une gouvernance pensée pour piloter la croissance, avec les KPI, avec les compétences et les cerveaux qui vont bien avec. Mais dans une organisation qui est engagée dans la transition juste, où l'enjeu va être de continuer en fait à créer de la valeur, même dans un contexte de crise, voire de polycrise, dans lequel je ne sais pas ce qui va se passer demain. Il va falloir en fait qu'on reste reliés toujours, puisque on se souvient de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. J'ai une épreuve à traverser. C'est pas en essayant de résoudre un problème, mais c'est en restant reliés aux autres qu'on va créer le terreau favorable pour traverser cette épreuve. Bon, du coup, je vais demander à la gouvernance non plus de piloter la croissance, mais en permanence de rester relié en interne et avec sa finalité et avec son écosystème pour penser les solutions en fait autrement. Donc, c'est plus les mêmes KPI, c'est plus les mêmes compétences. Donc, si moi j'ai des investisseurs qui arrivent dans les organisations à impact en disant répondez à nos objectifs de croissance et de KPI, et moi je leur dis ouais d'accord, mais moi il faut quand même que je m'assure qu'on reste relié, sinon la société en fait elle va planter. On comprend qu'ils se parlent pas. Donc l'opération milliard, c'est parler un langage commun, et c'est aussi maîtriser l'outil argent. L'argent n'étant pas une finalité, mais étant un outil. Et parfois, dans nos organisations, les acteurs médico-sociaux, les organisations de la transition juste, etc., on maîtrise mal cet outil parce qu'on en a peur. Espèce de culture. Un tabou. Oui, ou une relation d'amour-haine à l'argent, parfois une culture du pauvrisme, ou une culture du c'est mal d'être riche. Et en fait, c'est pas se poser les bonnes questions. En fait, il y a un outil. Qu'est-ce qui peut nous permettre de faire? Comment je le maîtrise? Comment je le pilote? Donc, faut pas en avoir peur en fait. Donc, faut réinvestir ces sujets-là. Faut réenchanter notre rapport à l'argent. Donc, faut aussi aller chercher les acteurs de l'impact pour les former. Donc, la première activité de l'opération milliard, c'est de former aux enjeux, faire prendre conscience des solutions qui existent et de leurs conditions de réussite et comment on peut, mailler notre pays de ces solutions-là et leur donner de l'ampleur, de la résonance, les relier entre elles pour faire émerger un système robuste. Ensuite, une fois qu'on a formé, on sensibilise, on mobilise. En fait, il faut que les gens se mettent autour de la même table. Et ensuite, à la fin, on finance. Vous entendez bien dans le mot financer, fin. Tu entends que c'est quelque chose qui arrive à la fin, la chaîne de la création de valeur. Et donc, à ce moment-là, on va chercher des investisseurs qui ont été formés
au financement de la transition juste, parce que c'est un peu comme s'il y avait l'émergence d'un troisième métier. D'une part, les investisseurs qui visent des rentabilités à 10, 12, 13, parfois jusqu'à, j'ai déjà entendu du 30%, ça c'est un métier particulier. Et ils disent oui, mais tout va bien, on fait de la philanthropie. Comme si cette économie-là finançait la philanthropie qui permet de prendre soin du vivant. Mais quelle cécité de ne pas avoir conscience que c'est un enjeu majeur. L'économie ne fonctionne que parce que le vivant est là, qu'on en prend soin, que parce qu'on prend soin du vivant, on va prendre soin des enjeux sociaux, et parce qu'on prend soin des enjeux sociaux, on va pouvoir faire émerger des petites entités économiques. Parfois, dans certains pans de l'économie, ce sera intéressant et pertinent de spéculer. Mais c'est un tout petit aspect de l'économie. D'autres fois, ce sera intéressant d'avoir des investissements à 10-12%, mais c'est un petit aspect de l'économie. D'autres fois, ce sera pertinent d'avoir de la philanthropie, parce que aujourd'hui, on est dans une économie où ce qui la porte aujourd'hui n'est pas valorisé. Donc, faut vivre avec son temps, c'est comme ça. Donc, la philanthropie est importante. Mais il y a tout un autre métier qui est comment je finance une organisation qui va faire du 4% de rentabilité, par exemple. Elle a un modèle organisationnel, souvent fondé sur la confiance. Elle va en découler un modèle de gouvernance, un modèle économique, un modèle partenarial, un modèle de reliance avec son écosystème, de reliance avec les institutions publiques, etc., qui va permettre de dégager une rentabilité à 3-4%. Elle va faire de la valeur, mais pas la même valeur. Et puis, elle va... le taux de défaillance est plus faible. Okay. Le taux de défaillance est plus faible. Donc, du coup, pour l'investisseur, il se dit, bon, bah, j'ai moins besoin d'aller chercher du 12%, puisque au lieu d'avoir les 3/4 de mes investissements qui plantent, voilà, c'est d'autres équilibres, en fait. Faut faire le switch. Et pour faire le switch, bah, il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on se parle et il faut qu'on essaye ensemble. Et l'opération immobilière, elle fait ça. Elle fait émerger des véhicules financiers qui vont nous permettre que, ok, on discute avec une société de gestion. Ça veut dire quoi être une société de gestion pour ce type de portefeuille et de tes investissements? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut comme gouvernance? Qu'est-ce qu'il faut comme comment les acteurs du terrain ils sont représentés dans cette gouvernance en fait? Les personnes concernées elles sont représentées. Donc tout ça, c'est comme un labo en fait. Il s'agit pas de dire c'est nous qui allons financer tous les acteurs du secteur, mais c'est dire on va juste monter ce qu'il faut pour tester ensemble, regarder à quelles conditions ça fonctionne et ça réussit. Et une fois que ça fonctionne et une fois qu'on est capable de rendre compte de la valeur perçue, c'est un boulevard. On aura une boîte à outils qu'on pourra proposer à l'ensemble du paysage financier, qu'il soit public, institutionnel, privé ou familial, et ces nouvelles générations, notamment par exemple de personnes fortunées ou d'investisseurs ou d'entrepreneurs qui ne sont plus dans l'accumulation, mais qui disent mais j'ai compris les enjeux, les limites planétaires, et puis moi je veux pouvoir prendre soin de moi et de mes enfants. Et ben en fait ça répond à un besoin chez eux, sauf qu'ils savent pas où est la porte d'entrée, ils savent pas où sont les outils. L'opération milliard a vocation à servir de porte d'entrée pour ces personnes qui ne savent pas vers qui s'orienter. Donc le DICO est en train de s'écrire, hein, le dialogue. Eh ben c'est très bonne métaphore le DICO parce qu'on est vraiment en train de trouver un nouveau langage économique, une nouvelle grammaire économique, une manière d'articuler les choses autrement et qui est très joyeuse. Diane, t'as chamboulé plein d'idées reçues là pendant une petite heure et demie qu'on discute. Pour terminer cet épisode, je vais faire comme avec tous ceux qui t'ont précédé dans ce podcast. Je vais te donner la désormais célèbre boule de cristal. Merci. Et je vais te demander comment tu vois l'avenir et notre capacité à retisser, à recréer des liens sains entre humains. Dans ma boule de cristal, je vois que 33% de notre économie est financée par le prix libre. On est à quel horizon là dans ta boule de cristal? Là, on a un horizon 2036. 33% de notre économie en France est financée grâce au prix libre, c'est-à-dire que c'est une stratégie tarifaire qui est arrivée d'abord par les acteurs de l'impact. Enfin, initialement d'abord par les acteurs de la culture et de la solidarité. Ensuite, ça a énervé dans les acteurs de l'impact
qui n'arrivaient plus à la quadrature du cercle et à avoir des stratégies inclusives tout en ayant les rentrées budgétaires et le sentiment d'appartenance, d'utilité sociale dont elles avaient besoin. Et il y a des acteurs de l'économie conventionnelle qui s'en sont aperçus, qui ont testé pour eux dans leur activité, sur une partie de leur business ou une partie de leurs clients. Ils se sont rendus compte qu'entrepreneurialement, c'était hyper intéressant. Et, à ma grande surprise, l'État a suivi. L'État voyant que les caisses étaient vides sur certains secteurs d'activité, certaines de ces délégations de services publics, etc., a dit, mais en fait, essayons le prix libre aussi dans la fonction publique. Et c'est comme ça qu'un tiers de notre économie s'est retrouvé financé grâce au prix libre. Il y a aussi un tiers qui est resté sur l'économie de marché. Donc c'était intéressant. Hein. L'idée, c'est de continuer à équilibrer les intérêts. Donc c'est toujours gagnant-gagnant. Voilà. On n'équilibre pas les relations, mais on équilibre les intérêts. C'est une autre porte d'entrée et pourquoi pas. Et puis il y a toute une autre partie de l'économie qui est financée par la philanthropie et par toute une économie du don qui vient chercher non seulement des personnes fortunées, mais aussi des personnes dites en précarité, qui ont la capacité en fait à financer des projets qui ont du sens pour eux, mais pas encore de modèle économique, et en donnant quelques centimes, 1 euro, 1000 euros, 100 000 euros en fait. Tous ces grands et petits philanthropes se retrouvent réunis autour de causes communes, et c'est des endroits dans lesquels ils auraient jamais pensé se rencontrer, et plus si affinité. Merci beaucoup Diane Dupré-Latour pour ce joli scénario positif. C'est un futur souhaitable. Je merci d'avoir pédalé avec moi ici à Lyon. Premier épisode délocalisé du voyage en Rosalie. Je recommande évidemment à tous ceux qui nous écoutent d'aller pousser la porte de la petite cantine la plus proche de chez eux, de mettre la main à la pâte, de rencontrer des gens. Et puis je leur recommande aussi de lire ton livre Comme à la maison, qui est paru chez Actes Sud en 2024. Et je dis à tout le monde à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a plu ? N'oubliez pas de le noter et de le partager autour de vous. N'oubliez pas non plus que Rosalie, c'est désormais une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations et vous aider à bâtir des ponts plutôt que des murs. On vous propose un combo en 3 étapes, à vous de choisir ce dont vous avez besoin. Étape 1, l'audit et la prospective pour voir loin ensemble. Étape 2, les ateliers et l'animation de vos communautés internes pour faire ensemble. Et enfin, l'étape 3, votre communication au prisme des liens. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com.